d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le deuxième adjoint au maire de Cotonou, Monsieur le directeur de l'ERSUMA, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres des Finances et de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres des commissions nationales OHADA du Bénin, du Sénégal et des autres pays membres de l'OHADA, chers invités, chers participants, vous tous pris en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation du Bénin, et en qualité de présidente de la Commission nationale OHADA, point focal de l'OHADA au Bénin, vous souhaiter la bienvenue au premier salon régional de l'entrepreneur de droit OHADA, Saredo. C'est un honneur pour le Bénin d'abriter le tout premier salon de l'entrepreneur organisé dans l'espace OHADA. L'OHADA est une organisation régionale au sein de laquelle les 17 États membres s'emploient depuis bientôt 30 ans à créer un cadre institutionnel et juridique facilitant les échanges, les investissements, garantissant la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. C'est donc toujours dans cette optique que pour faciliter la mise en conformité des entrepreneurs ou des acteurs du secteur informel, lesquels acteurs représentent environ 55% du produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne, que l'organisation a créé un cadre institutionnel et juridique pour ceux que l'on appelle les entrepreneurs, qui sont en réalité des entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle, une activité civile, une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, et qui, sur simple déclaration, deviennent des entrepreneurs. Ce sont donc, par exemple, les garagistes, les mécaniciens, la vendeuse de riz, l'épicier du quartier et tant d'autres encore. Vous comprenez ainsi l'importance de la tenue de ce salon à une période où les économies des pays africains ont fortement besoin de mécanismes de croissance et d'outils de développement participatif. Les objectifs de ce salon sont donc, entre autres, vulgariser le statut nouveau de l'entrepreneur, mobiliser le maximum d'entrepreneurs et les institutions concernées par leur statut pour définir une approche commune de sa valorisation. Créer par ailleurs un cadre permanent de promotion et de positionnement de l'entrepreneur. Mesdames et messieurs, je voudrais donc formuler le vœu que les travaux de ce salon permettent d'inciter véritablement les acteurs du secteur informel de tous les pays membres de l'OHADA afin qu'ils adhèrent pleinement au statut de l'entrepreneur. Je souhaite donc sur ces mots plein succès à nos travaux et un bon séjour au Bénin à tous ceux qui sont venus d'ailleurs des 17 États membres de l'OHADA. Je vous remercie. Nous avons accueilli à présent le professeur Ndiaye Mbaye, qui est le directeur général de l'ERSUMA pour son allocution de circonstances. Merci de le considérer, s'il vous plaît. Monsieur le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, honorable député de l'Assemblée nationale malgache, Excellence Monsieur l'ambassadeur Fodesek, Monsieur le conseiller technique représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, président du comité scientifique
de cette première édition du CEREDO, Madame la directrice de la législation et de la codification auprès du ministère de la Justice et de la législation, président de la Commission nationale OHADA et représentant le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants Monsieur le conseiller technique du ministre des Finances, de l'Économie et de la Coopération du Bénin, directeur du SENACFOP, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres des Finances, de la Justice, du Commerce, de l'Entrepreneuriat, de l'Artisanat des États membres de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, artisanales et agricoles, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les autorités béninoises pour leur sollicitude et leur accompagnement constant à l'Organisation pour l'harmonisation de la future des affaires d'une manière générale, mais surtout à l'École régionale supérieure de la magistrature, qui est la seule institution de l'organisation qui se trouve ici au Bénin depuis 1995, date de sa naissance. Depuis lors, la collaboration est parfaite. Parfaite avec les deux ministères surtout, le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère des Finances, de l'Économie et de la Coopération. Parfaite jusqu'à ce que les deux représentants de ces ministères qui nous accompagnent sur le plan technique sont ici présents. Le président, la présidente de la Commission nationale OHADA est toujours issu du ministère de la Justice. Le vice-président de la Commission nationale OHADA est toujours issu du ministère des Finances. Les deux sont ici présents. Et je voudrais franchement vous remercier de la parfaite collaboration que nous avons ici en interne au niveau du Bénin et les mêmes actions que nous menons ensemble de manière vraiment cohérente et homogène au niveau des instances de l'organisation. Je voudrais remercier Monsieur le maire d'avoir bien voulu être présent à cet événement qui en fait n'est pas un événement scientifique. Ce n'est pas un événement scientifique. Et nous allons le sentir après lorsque nous allons commencer les échanges. L'objectif, fondamentalement, c'est arriver à échanger de manière concrète avec les destinataires finaux des règles de droit que nous adoptons. Nous en adoptons, mais ce n'est pas pour nous. Nous les rédigeons, ce n'est pas pour nous. Nous les concevons, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont sur le terrain, et nous, ce qui nous arrangerait le plus, en tant qu'institution, soit régionale, soit interne, c'est d'être sûr que la règle de droit a pu satisfaire aux besoins qui étaient exprimés ou aux besoins qui étaient ressentis. C'est ça l'idée. Nous savons la valeur de la règle de droit, la valeur du droit, la valeur des textes ne dépend pas de leur qualité de rédaction, ne dépend pas de leur perfection en termes de réflexion scientifique et en termes de profondeur. La valeur de la règle de droit dépend exclusivement de sa capacité à satisfaire les besoins que l'on ressent. C'est pour cela que la règle de droit anticipe ou la règle de droit réagit. Elle anticipe lorsque l'on sent effectivement que le besoin viendra. C'est ce que l'on fait notamment en matière contractuelle. Mais elle réagit lorsqu'elle sent qu'effectivement que le besoin est présent. C'est pour ça que nous avons les exposés des motifs, les rapports de présentation dans les textes ou les préambules pour montrer la teneur des enjeux qui ont justifié cette règle.
Et est-ce que nous sommes parvenus à le faire pour le secteur informel? Nous savons qu'initialement, l'OHADA avait une logique très simple, une philosophie très simple. C'est la philosophie de la répression. La philosophie de la répression, copiée de nos droits nationaux qui existaient depuis. C'est, nous avons un système, nous avons une forme, nous vous attendons pour que vous vous conformiez à cette forme. Or, comme le disait le professeur Abdoulaye Cissé, le secteur informel ne manque pas de forme, mais diffère de forme. La forme, on l'a. Donc ce n'est pas de l'informel, c'est une forme différente de la forme qui est prévue et qui est estimée être la forme que tout le monde doit adopter. Et donc, l'OHADA se dit, mais il faut quand même que l'on réfléchisse. En 2010, on réfléchit et on y trouve une solution que l'on estime être la solution que l'on va discuter. C'est l'entrepreneur. Donc, de la phase de la répression, on change totalement de logique et on entre dans la séduction. Et l'on sent qu'effectivement que c'est un système qui voudrait bien séduire. Séduire de par sa simplicité, séduire de par sa facilité, séduire de par l'accompagnement qu'il y a à l'intérieur, séduire surtout de par le fait que le législateur a choisi le mot entreprenant. Si aujourd'hui on consulte le dictionnaire de français et on marque entreprenant, on ne verra pas entrepreneur. On ne verra pas entrepreneur. On va voir celui qui est ambitieux. On va voir celui qui est engagé. On va voir celui qui en veut. Celui qui prend l'initiative. C'est ce que l'on va voir. Et donc, il s'agit pour nous d'accompagner ceux qui, effectivement, ont pris l'initiative, soit en matière artisanale, soit en matière agricole, soit en matière professionnelle, en matière civile, ceux qui ont pris cet engagement-là de changer effectivement l'économie africaine. C'est ça que nous avons. Donc, tous ceux qui envisagent, qui voudraient bien, qui remplissent les conditions pour être entrepreneurs, et d'ailleurs tout le monde remplit ces conditions-là, parce que le texte démarre par dire l'entrepreneur déclare son activité avant de commencer son activité. Ce qui veut dire que c'est pour celui qui prend l'initiative d'y aller. Maintenant, si on prend en compte celui qui prend l'initiative, on devrait également pouvoir prendre en compte en même temps celui qui a déjà montré cette initiative dans le cadre de ses actions. Et ce sont ces deux combinés qui nous intéresseront pendant ces 3 journées. J'ai été très heureux d'avoir à mes côtés les 2 cabinets. Cabinet Matoudi, cabinet Idéal Consul. L'idée ne vient pas de l'Air Humain. L'idée. Nous avons été au Forum international des professionnels du droit et du chiffre. La 2e édition, nous l'avons réalisée à Kigali. Cette année, non, en 2022, en novembre 2022, nous nous sommes retrouvés avec ces représentants de ces cabinets qui, dans le cadre de nos échanges, ont senti qu'en réalité, à côté des professionnels du droit et du chiffre que nous étions en train d'accompagner et que nous continuerons d'accompagner, il y a également une catégorie qui mérite la même chose, qui mérite le même modèle de rencontre et d'accompagnement. L'idée donc est venue de Anisha Essoukou, que je voudrais bien remercier et surtout féliciter pour avoir vu, parce qu'elle est greffière de base, qui reçoit pour les déclarations, qui voit les difficultés, qui sent effectivement qu'il y a des problèmes et qui soulève ces problèmes. Je lui dis, mais nous avons la possibilité de concevoir quelque chose. Nous avons juste conçu, mais conçu sur la base de son idée. Donc, merci beaucoup, ma chère Anisha, pour l'effort que tu fournis pour l'organisation, l'effort que tu fournis pour
l'OHADA d'une manière générale, mais l'effort que tu fournis pour l'ensemble des États membres de l'OHADA et, je dirais, l'ensemble des États membres d'aujourd'hui et de demain, parce que nous souhaiterions évidemment que Madagascar nous rejoigne. Les réflexions ont commencé. Nous avons sorti un ouvrage récemment, un ouvrage collectif de comparaison de nos droits, et nous espérons bien évidemment que Madagascar va nous rejoindre bientôt, comme le Burundi. Merci beaucoup. Je voudrais franchement vous dire, tous les panélistes, merci pour l'effort que vous fournissez en venant partager avec nous ces grands moments de réflexion et surtout de communion autour d'un intérêt commun, mais qui est également un intérêt général. L'intérêt général sur le plan économique, c'est faire de telle sorte que l'on puisse avoir véritablement une économie intermédiaire forte. On n'arrive pas à le faire pour l'instant. Nous nous occupons essentiellement des multinationales, des grandes sociétés. On parle de sociétés anonymes de telles à n'en plus finir. Mais l'économie réelle, si nous voulons effectivement l'avoir, il faut que l'on permette à ceux-là qui sont en bas de monter et de franchir cette étape que l'on appelle l'étape d'entrepreneur. Quand on regarde le texte, l'entrepreneur est juste une étape. C'est un tremplin. On doit accompagner tous ceux qui se retrouvent dans cette catégorie-là pour qu'ils deviennent demain des sociétés, qu'ils deviennent demain des coopérateurs, qu'ils entrent dans une autre phase de leur vie économique et qu'ils nous permettent aussi, nous aussi, d'entrer dans une autre phase de la réflexion que nous sommes en train, en tout cas, de mener au niveau de l'Organisation pour l'harmonisation de la filière des affaires en parfaite harmonie avec les États membres de l'OHADA. Je vous remercie de votre attention et espère bien évidemment que les travaux vont très bien se dérouler pendant ces 3 journées. Merci. Africano, dá pra ela,
Alors, la culture, il l'aime et il est également au cœur donc, de cet événement pour les 3 jours. Et lui, c'est un jeu qui est toujours très actif auprès des artisans et tous les autres corps professionnels. Je voudrais donc inviter M. le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, la ville qui accueille cet événement pendant les 3 jours. Il nous délivrer son discours pour l'ouverture officielle des jeux. Je me suis abstenu de me lever et de danser. J'ai failli me lever et danser tout à l'heure. Je suis béninois et fier de l'être. J'ai toujours vu ça, mais chaque fois que je vois ça, c'est comme si c'est la première fois. C'est tellement beau, je n'arrive pas à m'y faire. En tout cas, bravo pour ceux qui sont passés là, bravo. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je vous adresse mes chaleureuses salutations. Je voudrais commencer par féliciter au nom du maire de la ville de Cotonou et en mon nom personnel les initiateurs du présent événement. Le Sarido est clairement une démarche innovante et utile, surtout pour l'économie locale de nos villes. Il est innovant parce qu'il a le mérite de réunir plusieurs acteurs de l'économie locale autour des thématiques qui répondent aux exigences de l'heure. En effet, orienter l'entrepreneur, le motiver à continuer sur sa lancée, c'est lui assurer un lendemain meilleur. C'est aussi participer à dynamiser l'économie des pays africains. À travers les expositions, les communications des experts et les échanges d'idées qui vont se succéder, je suis convaincu que les entrepreneurs participants tireront le meilleur et seront certainement mieux outillés sur le cadre juridique OHADA. Nous nous réjouissons et sommes honorés du choix porté sur le Bénin à travers la ville de Cotonou pour abriter la toute première
édition de ce salon. Au nom du maire de la ville de Cotonou et de tout le conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville. Je vous souhaite également plein succès à vos travaux et que vive la jeunesse entreprenante du Bénin et de l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Je m'appelle Fodesek, diplomate de carrière de nationalité sénégalaise. Eh bien, 2 cabinets africains, l'un du Gabon, l'autre je pense du Bénin, et l'ERGIMA, m'ont invité à venir participer à cette première édition du Salon régional de l'entrepreneur au droit OHADA. Me voici donc au Bénin. Je suis venu pour le découvrir moi-même parce qu'il faut d'abord cerner ce que le secteur informel. J'ai vu dans la note de concept, on parle d'agriculteurs, de pêcheurs, de vendeuses, mais je n'ai pas pu voir des entrepreneurs culturels. Tout à l'heure, cette troupe béninoise nous a égayés. J'ai entendu l'adjoint au maire dire qu'il s'est retenu de ne pas égrener des pas de danse. Je me suis dit, quelle est la part des industries culturelles dans ce que nous allons débattre ces 3 jours durant? Il y a combien de troupes de ce genre ici au Bénin? Il y en a combien au Sénégal? Combien à travers toute l'Afrique? Sont des entrepreneurs? Ils ne le font pas gratuitement, ils le font pour gagner leur vie. Je pense qu'il faut également élargir le spectre, la définition du secteur informel pour recouvrir le secteur essentiel des arts et de la culture africaine. Nous avons évolué dans le droit à travers la diplomatie dite économique, terme que je n'aime pas beaucoup. Je parlais plutôt de diplomatie développement, qui est une partie essentielle de la diplomatie en règle générale. Les organisateurs ont pensé m'inviter pour venir partager un peu ma perspective de diplomatie générale, diplomatie de développement, par rapport au secteur informel africain, et notamment ceux des pays, 17 pays membres de l'OHADA. De tout ça, on va débattre tout à l'heure et pendant les 3 jours qui vont suivre. Vous savez, l'aventure humaine a commencé en Afrique. Nous avons été malheureusement colonisés. Nous sommes réveillés, devenus indépendants. L'Union africaine a elle-même négocié et adopté ce qu'il appelle l'Afrique que nous voulons, d'ici l'horizon 2063. En 2021, la même Union africaine a déclaré l'année 2021 comme l'année de l'art, de la culture et du patrimoine africain. J'ai discuté également tout à l'heure avec une dame dans la salle. Je dis, en voyant les pas de danse esquissés par cette troupe et la musicalité qui accompagnait ces beaux pas de danse, je me suis dit, qu'est-ce que l'Afrique a fait pour véritablement développer son art? Vous parlez de l'art, l'artisanat, la culture et le patrimoine culturel. Mon intervention tout à l'heure va faire une part belle à cela. Comment l'Afrique, à travers ce salon OHADA, pourrait promouvoir l'art et la culture et le patrimoine africain, qui sont menacés de disparition parce que la concurrence se fait rude à travers le droit international pour les droits d'auteur qui sont en train de menacer l'expression culturelle authentique de l'Afrique. Mohamedou Mounirou Sy, conseiller spécial du Premier ministre Amadou Ba de la République du Sénégal et professeur de droit public à l'université Iba Der Thiam de Thiès au Sénégal, président du comité scientifique du SAREDO à Cotonou. Les enjeux sont multiples, mais je pense qu'on peut procéder à une économie à travers 3 grands points. Le premier point, c'est que c'est une rencontre autour d'une problématique nouvelle qui s'appelle l'entrepreneur, c'est-à-dire l'acteur qui est dans le secteur informel
qui voudraient être réglementés par rapport à ces activités et être reconnus à travers un statut juridique. Depuis quelques années, le traité de l'OHADA a prévu cet agent qu'on appelle l'entrepreneur qui, dans le processus, pourrait être demain un entrepreneur comme on l'entend. Donc, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que le premier point, c'est un point de réglementation qui passe de la réglementation OHADA, qui était le reflet des législations nationales, à une réglementation séduction, voire attraction. Comme l'avait dit d'ailleurs le professeur Abdallah Cissé, l'informel n'est pas aussi informel que les gens le pensent. C'est une autre forme de forme, un autre style de forme. Mais la forme telle que régie par les codes et les réglementations nationales sont d'inspiration occidentale. Les acteurs de l'informel ont leur propre forme d'activité et c'est au droit d'aller s'acclimater à ça. Donc c'est ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu, nous parlons de l'OHADA. Et à partir de cette harmonisation, on pourrait consacrer demain une sorte de fédération, voire de confédération des États, ne serait-ce au niveau du droit. Troisièmement, le dynamisme économique. Nous savons très bien que le secteur informel en Afrique supporte 90% de l'économie africaine. Et intégrer ces acteurs qui se lèvent tôt le matin et qui n'ont pas un statut juridique, qui n'ont pas une sécurité juridique, c'est un challenge que nous voulons relever ici à Cotonou pour le premier salon de l'entrepreneur droit OHADA. Donc, entre autres, il y a aussi le volet politique, parce que c'est à Cotonou que le texte est né. La première réglementation sur l'entrepreneuriat est née au Bénin. C'est pourquoi on est venu au Bénin, parce qu'on pouvait l'organiser ailleurs. D'ailleurs, les autres salons se dérouleront naturellement à Dakar, à Abidjan, dans d'autres espaces et capitales des pays membres de l'OHADA. Il y a aussi le volet social, parce que ça nous a permis de regrouper des artisans, des agriculteurs, des industriels, des gens de professionnels assez libéraux pour échanger du point de vue social, en vue de voir les techniques de transformation, de culture, de production et qui pourraient demain créer une synergie pour avoir un marché commun dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc les enjeux sont multiples et variés, mais je me suis permis de cibler que ces quatre qui sont d'une importance capitale. En fait, le statut d'entrepreneur, ce n'est rien d'autre que la possibilité qu'a cette personne qui a une activité ou qui veut avoir une activité de déclarer cela. En déclarant cela, il se donne une sorte d'acte de naissance par rapport à son nom, par rapport à son domaine d'activité. Et du point de vue des statistiques, c'est important pour qu'on sache au Bénin, au Sénégal, au Niger, dans les pays membres de l'OHADA, quels sont les artisans dans tel domaine, dans tel domaine. Il y a combien d'agriculteurs? Qui peut me dire aujourd'hui il y a combien d'agriculteurs au Bénin? Personne ne sait. Parce que les agriculteurs cultivent sans pour autant se faire connaître par le système étatique, par le système juridique. Donc c'est ça l'intérêt de se faire reconnaître dans les textes administratifs, les textes juridiques, pour que demain, s'il y a possibilité d'appuyer, on saura où s'adresser du point de vue finance, du point de vue salon, mais aussi avoir des statistiques pour l'État en vue de nombrer, de chiffrer et d'avoir la démographie de l'ensemble des acteurs dans le secteur informel. D'ailleurs, cette application poursuit son chemin dans la mesure où c'est une invitation à ces derniers à venir se déclarer. Maintenant, il va falloir les former. C'est pourquoi dans le cadre de ce SAREDO, de ce salon, il y a un atelier de formation pour leur permettre d'avoir la bonne procédure, de saisir les organes habilités à les recevoir et ensuite de leur donner ce qu'on appelle les effets de cette inscription-là. Une fois être reconnus par les textes, quels sont les effets que cela produit chez eux. Donc ça prend son chemin. Il y en a qui ont compris, des mécaniciens, des agriculteurs, des menuisiers sont allés avec leur nom du point de vue individu, avec leur nom du point de vue structure, pour aller se faire connaître dans la législation de chaque État. C'est de continuer cette mouvance en vue de
d'aller vers une uniformisation, comme le veut d'ailleurs le traité de l'OHADA, parce que l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En Afrique, ce n'est pas en Afrique occidentale, ce n'est pas en Afrique centrale, c'est en Afrique. On voudrait que l'ensemble des pays africains se retrouvent autour de cette organisation en vue d'avoir un même corps de droit des affaires pour que le commerce soit partout pareil et aussi aller vers une dimension politique pour le démantèlement des frontières. Parce qu'on voit mal comment, pour marchander, des commerçants béninois paieraient des droits de douane avec autres taxes pour venir vendre au Sénégal, vendre en Afrique du Sud ou ailleurs. On voudrait que ça soit un marché commun, ouvert, permettant, n'est-ce pas, les échanges des biens, des personnes et des services. Comme d'ailleurs le prévoit beaucoup d'actes additionnels de la CEDEAO, mais aussi le traité de l'OHADA. Le but, c'est de les fédérer à travers une organisation pour permettre les échanges d'ailleurs. Ce sera une organisation, association. Hein. Il n'y a rien de, ce n'est pas une pesanteur. On veut une association des entrepreneurs. Comme ça, demain, s'il y a des produits à véhiculer, des informations à donner, quelqu'un peut avoir des problèmes par rapport à son champ et que l'autre l'avait déjà vécu 2 ans auparavant et en trouver la solution, lui donne l'information. Il faut utiliser ça, il faut utiliser ceci. Les salons, parfois tu peux être intéressé mais tu n'es pas au courant. Et que l'autre qui est dans l'association t'informe qu'il y a un salon, une foire qui se déroule à Johannesburg, à Kigali, ça serait bien d'y aller. Voici l'invitation, voici la procédure. Donc c'est pour permettre aux gens de mieux échanger en vue de créer un corps d'amis et de frères et sœurs. C'est juste ça. D'abord, je suis contente pour être là, d'abord, pour participer. Et c'est surtout, en tant que femme africaine, c'est comme je suis chez moi, ici à Bénin. Donc, je remercie tout ce qui est l'organisateur, qui m'ont invité jusqu'ici. C'est un peu loin les trajets, mais comme on m'invite pour le développement de notre continent, donc je suis volontaire. Pour Madagascar, il y a plus de jeunes là-bas et en plus c'est notre richesse de notre continent africain, les jeunes âges, je veux dire, qui est, si on va comparer avec l'Allemagne ou d'autres pays, c'est pas pareil. Donc notre richesse, c'est notre jeune âge en Afrique. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment l'opportunité pour notre continent d'avoir des organisations pareilles pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le secteur des partenariats ou partenons. Donc, je vais dire, j'encourage tous les jeunes pour rentrer avec les formations comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà parlé avec une dame ici, on s'est vu ici, qu'on va faire quelque chose à Madagascar. Elle va venir chez nous pour former les jeunes par rapport avec les transformations de notre produits locaux sur place. Merci de vous présenter. Je suis Massi Goulamali, Marie Jeanne d'Arc. Je suis la députée de Madagascar, élue dans le district de Tiombe-Andouille, c'est-à-dire dans le sud de Madagascar. Et je suis déjà députée depuis 3e mandat maintenant et indépendante. Donc, je suis la présidente de la commission genre au niveau de l'Assemblée nationale et je suis membre de la commission genre aussi au niveau de la FP-SADC. Et en même temps, je suis l'ambassadrice des WIP, c'est-à-dire Women Politics Leaders, pour Madagascar. Je vais m'adresser à M. Touré. M. Touré, il nous est parfois difficile de mesurer le secteur informel. Nous voulons avoir votre avis, votre appréciation sur le secteur informel
sur comment les échanges à ce niveau se font, sur les difficultés que peuvent rencontrer ces acteurs, ces opérateurs économiques, sur les enjeux de formaliser ce secteur ou pas. Mais, M. Touré, je vous passe la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord féliciter cette initiative-là. Par coïncidence, la même se tiendra la semaine prochaine à Dakar, puisque l'ADPME fait les états généraux de son activité. C'est sa 3e session annuelle qui va se tenir le 13, 14, 15 à Dakar, à peu près de la même façon. La seule différence, c'est que du point de vue de l'expérience sénégalaise, on est dans des modèles de restructuration du secteur informel qui sont plus avancés, sur lesquels je pense que nous devons travailler ensemble, puisqu'il y a une agence. On avait commencé par la fondation du secteur privé, qui gère à la fois le capital identifié et le capital non identifié, qui est passé par plusieurs organes, et le président Blagoide avait impulsé des agences. Il y a l'agence qu'on appelle l'ADPME, qui aide à la dynamisation du secteur formel, du secteur informel, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Donc nous sommes praticiens, nous sommes agréés par ces instituts-là pour pouvoir aider les gens qui sont comme vous dans cette salle, les mécaniciens, président des mécaniciens. On a modélisé au Sénégal ce qu'on appelle la case à outils, où on a dessiné une case. Monsieur Si, je pense, faisait partie de ces gens-là à l'époque, où on a dans la même case des sortes de pommes, pour répondre partiellement à ce que vous dites. Après, on va parler de ce que vous dites. Des triangles, un mécanicien, un tôlier, un électricien, un peintre, etc. Et que dans cette case-là, que tout le monde puisse travailler, que les mécaniciens arrêtent d'être dans la rue. Parce que de plus en plus, vous avez des gens qui ne viendront pas chez vous. On ne va pas acheter une voiture à 60 millions de venir chez vous. Vous acheter une voiture qu'on appelle L-DEN, les fameuses voitures qu'on importe, qui ne tiennent pas la route, qui viennent chez vous. Quelqu'un qui achète une bonne voiture ne viendra pas chez vous. Donc il y a un besoin de se moderniser. Donc maintenant, pour répondre à votre question, moi je suis passé modestement dans plusieurs multinationales. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'enrichissement des multinationales, c'est pas avec le secteur informel. Le grossiste, il est informel. Le demi-grossiste, il est informel. Le détaillant, il est informel. Donc l'informel a enrichi le capital international et le capital national. Moi, je n'ai jamais eu de client formel. Même je fais 20 ans d'exportation sur à peu près 25 pays africains. Madame, tous les clients étaient des illettrés. D'abord, ceux qui savent, les sachants. On est dans le bureau. Ces métiers-là ne demandent pas, dans les échanges, dans la diplomatie économique, ne demandent pas à ce que l'on ait autant de savoir. Il faut avoir une boutique, il faut avoir un lieu de travail, et puis importer. Là, ils ont des limites. C'est dans les choses qu'on connaît, le taux de bancarisation qui est faible. Ici, je pense que si on dit levez la main, quels sont les mécaniciens qui ont un compte bancaire? Est-ce qu'on peut lever la main? Bon, là, vous venez en avance. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a plusieurs problèmes, taux de bancarisation, et puis ce que j'ai cité tout à l'heure a été un frein, par contre, au développement de ces entreprises-là, madame, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'immobilier commercial et le mobilier commercial. Je parlais de la casse, mais on prend le cas du Sénégal, il y a 55 000 boutiques de quartier. Je ne sais pas combien de boutiques il y a ici. Donc, le coût de la distribution, 55 000 boutiques. C'est un public qui est 10%. Comment on peut investir quand on dépense 8 ou 12% pour distribuer ces produits? Si on a une marge de 20%, on ne peut pas travailler. Donc, il est maintenant important qu'il y ait une élévation de l'immobilier commercial, qu'il soit technique ou qu'il soit purement commercial. C'est pour ça qu'à Dakar, je m'invite à des conférences pour dire que le fameux Auchan dégage,
que les Français n'ont qu'à quitter notre pays. Les Français n'ont pas pris la place de quelqu'un. Les Français, ils ont trouvé un vide. Il n'y avait rien. C'est comme si demain, quelqu'un achète une franchise de garage américain, français, belge, et qui vient mettre 100 garages au Bénin. Mais il a pris la place de personne. Parce qu'il n'y a pas de garage, en fait. Les gens sont dans la rue, ils sont sur des trottoirs, ils sont sur le pont, ils sont dans un quartier, ils sont devant le port, mais ils ne sont pas assis pour travailler. Comprenez? Donc, première chose, c'est l'effet juridique, on en a parlé, registre de commerce, mais ça, je pense que tout le monde est conscient de ça, payer la patente. Si quelqu'un a une marque qui fonctionne, déposez la marque. Il y a tout un fait générateur de droit qui protège l'investisseur, que ce soit celui qui est entrepreneur et qui veut être entrepreneur. La base, c'est d'avoir le droit pour se protéger de tout ce qui peut vous empêcher de travailler. Mais la deuxième chose, madame, c'est très important, c'est la formation. On en a parlé ici. Pour que les gens soient formés. La troisième chose, c'est l'immobilier commercial technique ou l'immobilier commercial général. Et après, il y a de grands points où les Africains sont encore. Au Sénégal, on a un marché qui s'appelle le marché de Yaoundé. C'est un marché totalement informel où se rencontrent 11 nationalités, tous les mercredis. C'est un marché à 1 ou 2 milliards tous les mercredis que le Sénégal a reconstruit. Pour parler d'immobilier commercial, le président Macky Sall a donné, on a reconstruit le marché avec une gare voiture, avec même possibilité de pouvoir dormir, etc. Qui fait qu'on va dans le sens de ce que disait son Excellence, cette diplomatie économique doit venir trouver des habitudes. On ne doit pas casser ce qu'on fait. On doit venir regarder, faire un diagnostic de comment les gens vivent leur modèle économique et l'améliorer. Nous avons la même chose dans tout le pays, hein. Dans chaque groupe de pays, il y a un point focal où les gens se rencontrent pour travailler ensemble. Donc on peut faire ces choses. Maintenant, moi personnellement, je fais le groupe Unilever, je fais des multinationales Olam, etc. Mais aucun ne s'est enrichi par une société formelle. Il n'y en a pas. Les grossistes que j'ai eu ici, à Nampompa, que j'ai eu à Sigamé, à Loni, que j'ai eu au Burkina, que j'ai eu ailleurs, aucun n'a été à l'école. Et même, je peux vous dire, autre chose, et c'est un respect que je rends à tous ceux qui sont dans ces salles, qui sont dans l'informel, on est tous payés par des gens qui ne sont pas à l'école. On est tous payés par des gens qui ne sont pas à l'école. Les plus grands leaders de l'industrie, du commerce, de l'industrie en Afrique, c'est des illettrés. Oui, bien sûr. Quand on regarde, on est en train de faire le comparatif, madame, par rapport au blanc, par rapport au modèle. Ça veut dire que, je reviens sur un fait important, et vous me donnez l'occasion d'en parler, il ne s'agit pas de chasser le blanc, il ne s'agit pas qu'ils sortent de chez nous, il s'agit de regarder quel est le modèle économique qui convient à notre mode de vie. Mais on a laissé les mêmes personnes, je pense que les mécaniciens qui sont là pour le dire, c'est ce qu'on voit au Sénégal, depuis l'indépendance, les gens sont à la même place. Ça peut bouger. C'est là où je dis qu'il y a un modèle économique à faire, pas pour faire comme eux, mais de décider, cette fameuse carte à outils qu'on a décidé au Sénégal, et quelles sont les possibilités qu'on a pour pouvoir faire cela. Mais respect à tous les importateurs, respect à tous les boutiquiers, respect à tous les tabliers. Au Sénégal, il y a 110 000 tabliers. Ces 110 000 tabliers ont permis, même si aujourd'hui le produit est combattu, ont permis d'enrichir les multinationales des cigarettes. Si vous les enlevez, ils ne vendront plus leurs cigarettes. Donc, il y a tout un système économique qui est là, sur les angles de rue. Je crois qu'il y a des tabliers à Cotonou, qui vendent des petites choses, des bonbons, qui vendent des cigarettes, qui vendent de la cola, qui vendent des petits colas, qui sont là. Mais quand on regarde le volume, ceux qui sont derrière gagnent beaucoup d'argent. Donc, l'effet de masse fait que nous tous, dans le projet que nous sommes en train de vouloir mettre en place, pour qu'on tienne compte de quelque chose qui est le plus grand déficit, à mon avis, c'est l'immobilier commercial et le mobilier commercial. On n'a pas, si on veut compliquer, comme le disait madame, et faire comme les Occidentaux, il faut qu'on ait des structures de réception et de distribution de nos produits. La vente, elle a 7 fonctions. Elle a 4 fonctions matérielles, 3 fonctions commerciales. Les 4 fonctions matérielles, on est absent.
stockage, transport. On n'a pas. Pour vendre, il faut stocker, transporter. L'assortiment, on l'a pas. Donc, on a plein de problèmes techniques à régler pour compétir avec ceux qui sont là. Et je dis que c'est possible, parce qu'un métier réglementé comme la pharmacie, tout le monde le fait. Bizarrement, on parle beaucoup d'informels, on parle beaucoup de situations où dire ça n'avance pas. Mais quel est le pharmacien qui va sortir et qui ne va pas respecter la façon de vendre le médicament? On revient à la loi, on revient au droit, on revient aux obligations, on revient aux interdits. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui est intéressant, il ne s'agit plus de sévir, mais d'accompagner, de former, de conseiller. Donc maintenant, il faut conseiller de la même façon que la structure de distribution d'un produit pharmaceutique est réglée, normée, même s'il y a des dérapages dans certains de nos pays, y compris le nôtre. Il y a au moins quelque chose qui se fait de manière très concrète. Donc, ça repose sur des règles, sur des obligations civiles et commerciales. On devrait faire la même chose pour chaque type de métier. Et cela veut dire aussi que, et ça je vous jette quelque chose dans votre pavé, le pénalisme du droit doit être allégé. En général, dès qu'on parle de droit, tout le monde a peur. Et même dans les affaires, moi quand je parlais de contrat avec mes clients, ils disaient ah, contrat va amener problème. Moi je ne signe pas de contrat. Si tu veux te vendre, je vends. Mais si tu veux les signer, je ne signe pas. Ça veut dire qu'ils ont une façon de penser qu'il faut aussi, et ça c'est la preuve de nos règles de télé, je lance là un pavé dans la main de ceux qui sont là représentants des règles de télé. Il ne faut pas danser toute l'année. Il faut que vous fassiez des reportages, que vous expliquiez aux gens, qu'on éduque les populations, qu'on leur parle des choses. Tout le monde a peur du droit. Dès qu'on dépose un papier, la personne dit attends. Attends, je vais regarder, je vais appeler mon frère, je vais appeler mon frère, je vais appeler, etc. On a ce problème-là qui fait que je peux vous assurer que j'ai presque jamais signé de contrat toute ma carrière. Jamais. Je vends ce facture. Je n'ai pas signé, ils ne veulent pas signer. Donc, pour répondre à la question de Mme brièvement, c'est ce que je voulais dire. S'il y a d'autres raisons, on va en discuter. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Touré. Je voudrais comprendre, monsieur Touré. Nous avons nos artisans qui sont ici présents. Vous avez fait le cas des marchés. Donc, la plupart déjà de nos marchés africains, nous rassemblons plusieurs nationalités. Et à ce niveau, les échanges se font, parfois au niveau commercial se font sans respecter les normes étatiques. Est-ce à dire que ces échanges sont avantageux, non seulement pour ces opérateurs économiques, mais sont aussi avantageux pour nous ou pour le reste de l'État, de l'appareil étatique? Qu'est-ce que nous pouvons suggérer ou proposer à l'appareil étatique, mais également à ces acteurs qui font leurs échanges sans contrat parce qu'ils ne veulent pas des problèmes? Ça veut dire que tout ce qui est problème constitue un handicap, un frein, un problème pour eux. Pour moi, c'est d'abord culturel. C'est pas. Madame, c'est là où je voulais insister sur ce que vous avez comme réflexion. C'est pas qu'ils sont illettrés, mais c'est que le mode de communication que nous avons aujourd'hui, s'il n'y avait pas le français, je ne vous parle pas. En tout cas, ce sera difficile. Donc, il faudrait qu'on regarde. On en a eu beaucoup de discussions, nos aînés nationalistes, panafricanistes, sur le Swahili, sur toutes les langues qui sont là, sur le Yoruba, je ne sais pas, tout le monde a réfléchi sur le Bambara, sur le peuple, pour décider de comment on va se parler. Mais ça prendra du temps. Les gens, on ne les enseigne même pas dans nos écoles. C'est l'anglais ou le français ou l'arabe. Donc, le premier problème, c'est quels sont les outils linguistiques sur lesquels on va travailler. Moi, quand je voyageais en étant directeur export, quand j'allais voir quelqu'un, je lui parlais ou en anglais ou en français. Donc, les échanges que nous faisons reposaient sur ce qu'on a appris ensemble. Qui nous l'a appris? M. Seck le disait tout à l'heure, c'est le Coran. On continue à vivre et à se comporter de la même façon. On ne change pas.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord qu'il y ait des activateurs, qu'il y ait des communicants qui puissent éduquer les populations à ce que les gens comprennent ce qui se fait. Un autre frein à ça, que je pourrais dire pour mon pays, je ne peux pas le dire pour les autres, nous ne savons pas nous associer. Je pense les garagistes ici, chacun a son petit garage, mais personne ne va aller voir l'autre pour dire ensemble on serait plus fort. D'accord, donc là, se mettre les gens. Là, se mettre ensemble. Après, il y aura toujours une capacité à pouvoir régler les problèmes dont vous parlez et la méfiance va sauter. Parce que si par exemple chacun met du sien, surtout avec un capital de 10, de 20, de 30 millions, et qu'on puisse travailler ensemble, à ce moment-là, il y a peut-être celui-là a pris ceci, celui-là a pris cela, les gens pourront travailler ensemble. Comme le système de tontine, par exemple. Oui. Moi, j'ai ouvert des comptes bancaires à l'étranger pour certains de mes clients. J'avais un Malien qui prend sa voiture, qui vient me trouver à Patisen avec 100 millions pour me payer des factures. Et je pense que ça fonctionne comme ça ici, de la même façon, presque sur toute la paix. Ils vous disent, et ça, je jette encore un pavé pour qu'on puisse discuter de ça, ils vous disent, si l'État sait combien j'ai, ils vont me faire payer des impôts. Mais l'État ne va pas rentrer dans une banque pour dire aux banquiers ce que chacun a. Ça, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont une perception du dépôt d'argent qui est une sorte d'aveu de ce que j'ai. Plus maintenant d'autres phénomènes qu'ils ne comprennent pas, la TVA, qui est pas très compréhensible, même pour nous qui commencions à travailler, il a fallu des années pour comprendre. TVA déductible, TVA reversée, c'est des choses très complexes qui ne sont pas faciles à gérer. Si par exemple un mécanicien vous lui demandez, vous êtes une société organisée, faites-moi une facture avec TVA, vous lui posez un problème qu'il ne peut pas régler. Donc c'est sur toute la chaîne de valeur nationale, pour ne pas dire toute l'Afrique, que nous devons réfléchir sur comment on peut faire des affaires ensemble, comment on peut signer des contrats, des conventions, un mode de travail qui nous permet de pouvoir garantir. Et même, ce que vous dites est tellement important, et nous on a ce problème-là comme DG et économie au Sénégal, il n'y a aucune entreprise qui a survécu à son promoteur après son décès. Parce qu'il n'y a aucun papier. Dès qu'il est parti, il part avec son savoir, il part avec le papier, il part avec tout. Je pense que c'est la même chose ici. Donc, il y a globalement une éducation qui doit se faire. Et je crois que là aussi, ça ne doit pas se faire. Et je l'ai toujours dit. Nous devons adapter nos curricula à ce que l'on enseigne depuis le lycée. Pour que les gens puissent comprendre l'économie dans laquelle nous vivons. On ne peut pas aller en première année d'université pour parler de droit. On doit peut-être commencer à parler du droit, et je jette encore un pavé dans la main dans ce que vous faites, en seconde, en première, en terminale, sur un certain nombre de choses relativement simples. Et ça, c'est tellement vrai que vous jugez un diplôme extrêmement important au Sénégal qui a fait énormément de plaisir, c'est le bac G. Quand le bac G était le bac le plus populaire, on pouvait même rentrer dans une banque avec le bac G et commencer à travailler parce qu'il y a toutes ces choses dont je demande. Le bac G avait ces choses, avec le droit, la fiscalité, avec la comptabilité, avec un certain nombre de choses. Donc, pour régler ça, madame, il faut qu'on revoie aussi quel est le programme d'enseignement qu'on veut donner aujourd'hui, qui permet d'avoir des lycées professionnels. Si les gens veulent s'arrêter, formation professionnelle, des universités où il y a des certificats. Je pense qu'il y a des gens qui ne tiendront pas. C'est notre génération qui avons tenu des 5 ans, des 7 ans, des 9 ans pour faire un doctorat. Les jeunes de maintenant, vous demandez ça, il y a même beaucoup, il y a même presque des doctorats. Hein? Il n'y a pas beaucoup. Donc il faut qu'on revoie des certifications. Puisqu'on parle de formation, vous allez en parler. Il faut qu'on revoie pour faire des certificats pour que les gens puissent, au bout de 6 mois, 9 mois, avoir quelque chose à faire. La DPME au Sénégal, en liaison avec le 3FPT, l'organisme de formation, fait des formations dans le sens justement de permettre aux gens de tenir leur business, de pouvoir être un acheteur, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Parce qu'en fait,
C'est de ça que ceux qui sont dans cette salle ont besoin. Pas besoin qu'on leur dise qu'ils ont bac plus 6. Ils ont besoin de dire je veux gérer une comptabilité, c'est comment? Je veux faire des achats, c'est comment? Je veux faire une négociation commerciale, c'est comment? C'est ça qui les intéresse. Et donc ça, on n'a pas besoin de rester 5 ans dans une université pour ça. Ils n'iront pas. Et ce modèle, on l'a mis en place au Sénégal et on arrive à former les gens sur des choses qui ne sont pas très longues, parfois même 24 heures de formation sur 1 mois, 2 mois. Et la personne est outillée pour pouvoir gérer son projet et pouvoir faire son travail. Ça va amener, cette méfiance va tendance, sur toute l'Afrique, va disparaître et on va pouvoir tenir nos opérations entre nous pour pouvoir clarifier quels sont les engagements que les gens prennent. Parce qu'on ne peut pas ne pas, les juristes m'ont appris qu'une convention verbale est un contrat. C'est ce que les juristes m'ont appris. Une convention verbale est un contrat. Donc si on arrive à le dire, on doit être en mesure de l'écrire. Pourquoi ils ne veulent pas faire le pas pour l'écrire? C'est sur toutes ces choses-là justement que nous devons travailler pour que l'apprenant, en décidant d'être un entrepreneur, il fasse le passage avec moins de difficultés et qu'il comprenne sur quoi il est en train de s'engager. Donc même, ne serait-ce que le droit de la propriété. La DPE a un budget pour l'enregistrement de la marque. Les gens ne savent même pas qu'ils sont une marque. Donc l'enregistrement de la marque, il donne 1,5 million pour qu'on enregistre la marque à Yaoundé. Et beaucoup de Sénégalais ont eu leur marque enregistrée. Des gens qui font des chaussures, des gens qui font des habits, des gens qui font d'autres travaux. Donc c'est là l'intérêt. Moi je trouve salutaire le SALEDO qui est une opportunité pour les artisans que nous sommes. Je voudrais rassurer l'ambassadeur par rapport à son inquiétude lorsqu'il disait quels critères pour catégoriser le secteur informel en Afrique. À ce niveau, quand nous avions eu connaissance de l'annonce du SALEDO, ça nous a intéressés parce que nous avions posé un diagnostic à notre niveau et c'est ce diagnostic qui est à l'origine du sous-développement de l'Afrique. Lorsque vous voyez un occidental venir au Bénin, la première chose, c'est la formalisation de son entreprise. Mais nous créons l'entreprise d'abord, nous travaillons et parfois c'est l'État qui nous met la pression avant la formalisation. Là, ça nous met en difficulté, ça nous empêche de jouir même de certaines opportunités. Parce que juridiquement, sans qualité, il n'y a pas de droit. Si vous êtes, l'État ne compose pas avec ceux qui sont dans l'informel. Donc, quand ces Occidentaux arrivent au Bénin, ils formalisent leur entreprise, c'est eux qui ont la chance de gagner les marchés. Nous sommes là pour quand même travailler dans le copinage ou bien dans la solidarité des clients de proximité. Or, pour gagner les gros marchés, il faut formaliser son entreprise, ce qui ne se fait pas. Et comme nous avions eu vent du SALEDO, nous nous sommes dit l'idéal, c'est de participer massivement à ce salon-là pour quand même avoir les notions du droit, nos droits et nos obligations par rapport au monde des affaires. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et je ne connais pas le monsieur là-bas. Monsieur Touré a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il a fait la demande de mettre en place une structure pour la vulgarisation des dispositions prévues en la matière. C'est une bonne chose. Et notre souhait, nous voudrions que, au terme de ce salon, qu'on puisse mettre en place un cadre institutionnel pour quand même continuer ou vulgariser tout ce qui sera dit lors des différents panels. Et ce cadre sera quand même la structure de motivation
des artisans qui sont dans l'informel, de formaliser leurs entreprises. Il y a quand même l'Allemand Hegel qui a dit que l'Afrique est un continent sans histoire, mais avec les valeurs que nous avons, avec l'ambassadeur, tout ce que l'ambassadeur va nous dire ici, si nous mettons en valeur ces conseils-là, ça va certainement contribuer à notre développement. Nous, avant d'aller à la chambre consulaire dans le secteur de l'artisanat, notre promesse à nos mandants, c'est d'œuvrer pour que les artisans quittent le statut d'artisan de survie pour aller vers l'artisan de développement. Et si nous avons ces convictions-là, nous devons participer à ces genres de salons, nous devons faire participer nos collègues à ces genres de salons qui cadrent avec notre vision pour le développement du secteur de l'artisanat. Je pense que mon souhait ou bien mon exhortation en direction de mes collègues artisans qui sont ici, c'est de consacrer leur temps durant ces 72 heures d'échange qui, au finish, va leur apporter un de plus. Moi, je vais donner un exemple. Dans un passé lointain, dans l'exercice de notre profession, le garagiste était considéré comme le salaud là, celui-là qui travaille dans les urnes, qui se met dans l'huile à moteur tout le temps. Mais il a fallu que CFAO nous fasse une formation sur les 5S. Et à travers les 5S, moi je suis vraiment fier dans mon garage aujourd'hui. La formation là qu'on nous a donnée nous a permis de nous rendre compte des désordres dans lesquels nous végétons. Donc, cette formation 5S nous a permis de mettre de l'ordre dans notre atelier. Et je suis très sûr que les 72 heures de participation à ce salon nous permettra également d'avoir un de plus et échanger nos habitudes. Je souhaite vivement que les différents collègues qui sont là consacrent leur temps pour suivre attentivement et poser beaucoup de questions aux expérimentés et à travers les réponses que les panélistes vont donner, nous allons quand même trouver le chemin idéal qui va nous conduire à un bon port. L'autre chose que je tiens à demander, c'est que les spécialistes des tests de l'OADA puissent nous expliquer nos droits. Pourquoi je dis ça? Il a fallu que nous élaborons le code de déontologie des garagistes professionnels du Bénin, et ce code a beaucoup aidé les garagistes. Avant, un client vient dans un garage, il abandonne son véhicule là, il n'a pas les moyens pour entretenir le véhicule, il l'abandonne, il revient 3 ans, et c'est lui qui se retourne contre le garagiste là, parce qu'il y a son rétroviseur qui est cassé, il y a son pneu qui est dégonflé. Le garage n'est pas quand même un lieu d'abandon. La place que le garage et le véhicule a occupé au garage, le garagiste devait utiliser cette place-là, mais lui ne tient plus compte de ça. Mais quand nous avions mis en place notre code de déontologie, et 1 mois après le délai, on donne 1 mois au garagiste et au propriétaire, et lorsqu'après 1 mois, il ne vient pas réparer son véhicule, on lui compte les frais de gardiennage. Ça pousse les garagistes, ça pousse les clients à vite préparer leur véhicule. Donc, c'est tellement que l'OADA a prévu quand même des dispositions du genre qui doivent cadrer l'exercice de nos activités. Donc, je trouve salutaire cette participation. Merci, Monsieur le Président. L'OADA, je pense que ce sera le devoir et le privilège, je pourrais dire, de nous accompagner dans ce sens. Monsieur le Président, j'ai une préoccupation.
Comment se fait l'accompagnement de votre ministère de tutelle? Comment se fait l'accompagnement du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, du ministère de l'Artisanat, du ministère du Commerce? J'aimerais savoir. Merci. Merci. Cette question est très pertinente. Je demande à l'Assemblée d'applaudir le président Talon. Vous savez, avant l'avènement du président Talon, je me dis, l'artisan était considéré comme le sacré lustre de la République, le Rio, qu'on mobilise à des fins d'élection ou je ne sais quoi. Mais à l'avènement du président Talon, on a senti un changement. On a senti un changement à travers la mise en place de plusieurs projets. Qu'est-ce que je peux dire? Même dans le système éducatif actuel, dans le domaine de l'éducation, le président Talon a mis en place un programme et l'enseignement, la façon dont l'enseignement se faisait par le passé, ce n'est plus ça. Le secteur de l'artisanat est utilisé. Le secteur de l'artisanat est utilisé aujourd'hui comme un socle pour l'éducation. Dans les lycées techniques, c'est 70% de la formation théorique et de pratique et 30% de la formation théorique. Là, ça permet aux apprenants quand même d'avoir la maîtrise. Ça, c'est actuellement que nous avons ça. Par rapport à votre question, l'accompagnement, ça y est. Nous, à l'Union des garagistes professionnels du Bénin, à travers le projet H, il y a aujourd'hui 55 garagistes qui sont en formation au garage municipal de Lobosa. Et c'est le gouvernement qui a pris en compte complètement les charges de cette formation-là, le transport, l'hébergement, la restauration, tout ce qui tourne autour. Là, ça nous permet, c'est Sifaon Motors qui nous forme. Nous étions dans un passé lointain, nous exerçons notre profession selon les techniques de l'âge de la vie étalée. Or, tout comme le droit à la médecine, la mécanique automobile aussi est une science dynamique qui nécessite la notion d'effectivité. Nous ne pouvons pas végéter, nous ne pouvons pas continuer par végéter dans la caducité pour donner entière satisfaction aux automobilistes. Donc, ces accompagnements que le gouvernement est en train de mettre à notre disposition nous permettra quand même de satisfaire les